Le FMI est-il le vrai maître du monde? Imagine une seconde. Tu te lèves un matin et ton pays est en train de s'effondrer. La monnaie ne vaut plus rien. L'inflation est tellement haute que les prix au supermarché changent toutes les heures. Les banques sont fermées. Les gens sont dans la rue, en colère, désespérés. Le gouvernement n'a plus un centime pour payer les médecins, les policiers, les enseignants. Le chaos menace. Et puis, une petite délégation d'hommes et de femmes en costume gris débarque de l'aéroport. Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas connus du grand public. Ils ne parlent pas à la télévision. Ils vont directement s'enfermer dans un bureau climatisé avec le président, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Dehors, tout le monde retient son souffle. Car tout le monde sait, au fond, que le sort du pays ne dépend plus du président élu, ni du Parlement. Le sort du pays dépend maintenant de ce que vont décider ces quelques personnes dans ce bureau fermé. Qui sont-ils? Ce n'est pas un gouvernement étranger. Ce n'est pas une armée d'occupation. C'est une institution. 3 lettres. FMI, Fonds monétaire international. On a tous déjà entendu ce nom aux informations. Le FMI demande des réformes. Le pays négocie un plan d'aide avec le FMI. Les experts du FMI sont satisfaits. Ça sonne technique, ennuyeux, lointain. Mais si la réalité était tout autre, si derrière ces 3 lettres se cachait la véritable structure du pouvoir économique mondial, tu connais les présidents, les ministres, parfois même les noms des banquiers centraux. Ils font la une des journaux, ils font des discours, mais derrière eux, dans l'ombre, il existe une institution qui, sans jamais se présenter aux élections, sans avoir de compte à rendre directement aux citoyens d'un pays, a le pouvoir de dicter son budget, sa politique sociale, le niveau de ses retraites, le prix de son électricité, et même les lois qu'il doit voter. C'est une accusation grave. Et aujourd'hui, on ne va pas se contenter de rumeurs. On va regarder les faits. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer froidement ce que fait vraiment le FMI. Comment il procède pour imposer ses conditions, concrètement. Pourquoi de très nombreux critiques, des économistes sérieux aux militants sur le terrain, le décrivent comme le vrai maître, le vrai gouvernement économique de la planète pour une grande partie du monde. Et enfin, nous verrons où s'arrêtent réellement ses pouvoirs, car il n'est pas non plus tout-puissant. Accrochez-vous, car ce voyage au cœur du pouvoir financier mondial risque de changer définitivement votre regard sur la démocratie et l'économie. Avant de parler de domination mondiale, commençons par la base. C'est quoi officiellement le FMI? L'histoire commence juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Le monde est en ruine. Les grandes puissances alliées, menées par les États-Unis, se réunissent à Bretton Woods pour reconstruire le système économique international. L'idée est simple. Il faut éviter les erreurs des années 30, les guerres commerciales, les dévaluations compétitives qui ont mené à la crise, au chômage de masse et finalement à la guerre. Il crée donc des institutions pour gérer l'économie mondiale. La Banque mondiale pour financer la reconstruction et le développement, et le FMI, le Fonds monétaire international. Son rôle initial est clair, surveiller le système monétaire international, assurer la stabilité des taux de change et surtout servir de prêteur en dernier ressort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un pays se retrouve à court de devises étrangères, s'il ne peut plus payer ses importations ou rembourser ses dettes extérieures, s'il est au bord de la faillite financière, il peut appeler le FMI au secours. Le FMI lui prête de l'argent, des dollars, pour l'aider à passer le cap difficile, le temps de remettre de l'ordre dans sa maison. Pour le dire simplement, sur le papier, le FMI, c'est le pompier du système financier mondial. Il arrive avec ses gros tuyaux quand un pays est en train de brûler financièrement. Il arrose l'incendie avec des liquidités pour éviter que le feu ne se propage à tout le quartier, c'est-à-dire au reste de l'économie mondiale. Aujourd'hui encore, c'est son rôle officiel, prêter aux pays en difficulté pour restaurer la stabilité macroéconomique. Il surveille aussi les économies du monde entier, publie des rapports, donne des conseils. Vu comme ça a l'air plutôt positif. Un genre d'assurance collective contre les crises. Mais c'est là que les choses se compliquent. Imaginez que votre maison brûle, les pompiers arrivent, mais avant de brancher les tuyaux, le chef des pompiers vous dit « Ok, je vais éteindre le feu, mais j'ai des conditions. Une fois le feu éteint, vous allez devoir reconstruire votre maison exactement comme je le décide. Vous allez casser ce mur, vous allez changer la couleur de la façade, vous allez vendre votre voiture pour payer les réparations, et vous allez réduire votre budget nourriture de moitié pendant 10 ans. Si vous n'acceptez pas, je repars et je laisse brûler. » C'est brutal, c'est choquant. Et pourtant, c'est exactement comme ça que fonctionne le FMI. Et c'est là que réside le cœur de son pouvoir, la clé de la domination que beaucoup dénoncent. Ce pouvoir a un nom technique, la conditionnalité. Le FMI ne prête presque jamais de l'argent gratuitement, sans contrepartie. C'est une banque, pas une œuvre de charité. Pour obtenir le prêt qui va sauver le pays de la faillite immédiate, le gouvernement doit signer un accord. Il doit accepter un programme d'ajustement structurel. Derrière ce terme bureaucratique se cache une réalité politique implacable. Le gouvernement s'engage à mener une série de réformes économiques très précises, décidées en accord avec le FMI,
mais souvent largement dictées par lui. Ces conditions ne sont pas des détails techniques. Elles touchent au cœur même de la politique d'un pays, à ce qui définit son modèle social et économique. Elles concernent directement le budget de l'État, le niveau des impôts, les salaires des fonctionnaires, le montant des retraites, les subventions sur le prix du pain ou de l'essence, le fonctionnement du marché du travail, la propriété des entreprises publiques. Pour reprendre une analogie plus simple, pour un ado, imagine que tu as un énorme problème d'argent, tu ne peux plus payer ton loyer, tu risques d'être expulsé. Tu vas voir quelqu'un de très riche pour lui demander un prêt. Il te répond « D'accord, je te prête l'argent pour ton loyer. Mais en échange, à partir de maintenant, c'est moi qui gère ton budget. C'est moi qui décide ce que tu peux manger, combien de fois tu peux sortir, quels vêtements tu peux t'acheter, et si tu dois vendre ta console de jeu pour me rembourser plus vite. Tu accepterais ? Probablement pas si tu avais le choix. Mais les pays qui appellent le FMI n'ont généralement plus le choix. Ils sont au pied du mur. Concrètement, à quoi ressemblent ces conditions ? Depuis des décennies, elles suivent souvent le même schéma, ce qu'on a appelé le consensus de Washington. C'est une recette économique d'inspiration libérale, appliquée un peu partout. Premièrement, l'austérité budgétaire. Le FMI demande presque toujours de réduire le déficit de l'État. Comment ? En coupant dans les dépenses publiques. Cela veut dire geler ou baisser les salaires des fonctionnaires, réduire les budgets de la santé et de l'éducation, supprimer les subventions qui permettent de garder le prix des produits de base ou de l'énergie artificiellement bas pour les populations pauvres. Deuxièmement, les réformes structurelles. C'est un terme fourre-tout qui inclut souvent la privatisation des entreprises publiques, l'eau, l'électricité, les télécoms, les transports, la dérégulation des marchés pour faciliter les affaires, l'ouverture maximale au commerce international et aux capitaux étrangers. Le but est de réduire le rôle de l'État dans l'économie et de laisser plus de place au marché. Troisièmement, des politiques monétaires, disciplinées. Le FMI insiste souvent pour que la Banque centrale soit indépendante du pouvoir politique, que sa mission principale soit de lutter contre l'inflation, souvent en augmentant les taux d'intérêt, même si cela freine la croissance et augmente le chômage à court terme. De nombreuses études sur des pays comme le Pakistan, l'Argentine, la Grèce ou des dizaines de pays africains ont montré comment les programmes du FMI ont directement limité leur souveraineté budgétaire et monétaire. Les experts du FMI ne se contentent pas de fixer des grands objectifs. Ils entrent dans le détail des budgets, ils vérifient ligne par ligne les dépenses, ils valident ou rejettent les projets de loi avant même qu'ils ne soient présentés au Parlement. La question qui se pose est alors évidente et dérangeante. Quand le gouvernement d'un pays doit faire valider son budget, sa politique fiscale, sa politique sociale par des experts étrangers non élus pour continuer à recevoir l'argent qui lui permet de survivre, qui gouverne vraiment ? Est-ce le Parlement élu par le peuple ou est-ce le créancier international ? C'est pour cette raison que le FMI est au centre de critiques virulentes depuis des décennies. C'est pour cette raison que beaucoup le décrivent non pas comme un simple pompier, mais comme un instrument de domination. Quelles sont les critiques majeures ? La première concerne la gouvernance même du FMI. Le FMI n'est pas une démocratie où un pays égale une voix, comme à l'ONU. Au FMI, le pouvoir de vote dépend de la contribution financière de chaque pays, ce qu'on appelle sa quote-part. Résultat, les pays riches, historiquement les États-Unis, l'Europe, le Japon, ont la majorité des voix et donc le contrôle de l'institution. Les États-Unis ont même, de fait, un droit de veto sur les décisions les plus importantes. De plus, par une tradition non écrite mais jamais remise en cause, le directeur général du FMI est toujours un Européen et le président de la Banque mondiale est toujours un Américain. Les pays émergents et en développement, qui sont pourtant les principaux clients du FMI, se sentent marginalisés dans la prise de décision. Beaucoup voient donc le FMI non pas comme une institution neutre, mais comme un outil au service des intérêts des grandes puissances occidentales et de leurs marchés financiers. La deuxième critique majeure porte sur le modèle économique unique imposé par le FMI. Ses détracteurs l'accusent d'appliquer la même recette néolibérale austérité, privatisation, libéralisation, partout, quel que soit le pays, quelle que soit son histoire, sa culture, ses structures sociales, ses besoins spécifiques. C'est le fameux one size fits all, une taille unique pour tout le monde. Si ça ne marche pas, le FMI dira souvent que c'est parce que le pays n'a pas appliqué les réformes assez vite ou assez fort, jamais parce que la recette était mauvaise. La troisième critique, la plus douloureuse, concerne les effets sociaux de ces politiques. L'austérité budgétaire, la suppression des subventions, les privatisations ont souvent des conséquences dramatiques pour les populations les plus pauvres et les classes moyennes. Hausse du prix du pain, de l'essence, de l'électricité. Baisse de la qualité des services publics de santé et d'éducation. Augmentation du chômage et de la précarité. Certains chercheurs n'hésitent pas à parler de violences structurelles exercées par les programmes du FMI sur les populations vulnérables. C'est pourquoi l'expression « gouvernement économique mondial de fait » est souvent utilisée pour décrire le rôle du FMI vis-à-vis des pays endettés du Sud global.
Quand un pays est sous programme FMI pendant 10, 20 ans, comme cela a été le cas pour de nombreux pays africains, le FMI devient un acteur permanent de la vie politique nationale, avec un droit de regard direct sur toutes les décisions clés. Il n'est pas élu, mais son avis compte plus que celui des électeurs. Beaucoup d'analystes estiment que ces décennies de programme FMI n'ont pas aidé ces pays à se développer, mais les ont au contraire enfermés dans des cycles de dette, d'austérité et de dépendance. Cependant, pour être juste et nuancé, il faut aussi dire ce que le FMI n'est pas. Le FMI n'est pas un gouvernement mondial officiel. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de police. Il ne peut pas envoyer des chars pour forcer un pays à appliquer ses réformes. Son pouvoir n'est pas légal ou militaire. Son pouvoir est purement financier. Il vient du fait que les pays ont désespérément besoin de son argent pour éviter le chaos. Il faut aussi reconnaître que dans certains cas, l'intervention du FMI, même douloureuse, a permis de stabiliser des situations catastrophiques. Des pays qui étaient au bord de l'hyperinflation, où la monnaie ne valait plus rien, ont pu retrouver une certaine stabilité grâce aux prêts et aux programmes du FMI. L'arrivée du FMI peut aussi parfois restaurer la confiance des marchés et des investisseurs étrangers, ce qui permet au pays de se refinancer. Le remède est amer, très amer. Mais il empêche parfois le patient de mourir tout de suite. Mais la question de fond demeure brutale. Quand la survie économique d'un pays dépend entièrement du bon vouloir d'une institution qui peut lui couper les vivres du jour au lendemain s'il refuse d'appliquer des politiques qu'il n'a pas choisies, est-ce qu'on peut encore parler de coopération internationale ? Ou est-ce qu'on est face à une forme moderne, financière, de tutelle ou de néocolonialisme ? Alors pour conclure, quelles leçons tirer de tout ça, le FMI maître du monde ou pas ? Il faut éviter les caricatures. Le FMI n'est pas un dictateur de dessin animé qui dirige la planète tout seul depuis un bunker secret. Le monde est plus complexe. Il y a d'autres puissances. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, les grandes banques privées, les marchés financiers. Mais le FMI est bien plus qu'une simple banque. C'est un nœud de pouvoir absolument central. C'est le lieu où se croisent et se négocient les intérêts des États les plus puissants et ceux du système financier mondial. Et dans les moments de crise, quand un pays est à genoux, le FMI a un pouvoir qui dépasse de loin celui de n'importe quel gouvernement national. Dire que le FMI agit comme un maître du monde économique pour une grande partie de la planète, ce n'est pas du complotisme. C'est une façon de décrire une réalité politique. Dans le système économique international que nous avons construit depuis la Seconde Guerre mondiale, la priorité absolue est donnée à la stabilité financière, au remboursement des dettes, à la libre circulation des capitaux et à la protection des intérêts des créanciers. Et cette priorité passe souvent, très souvent, avant la souveraineté démocratique des peuples, avant la justice sociale, avant le développement à long terme des pays les plus pauvres. Le FMI n'est pas le grand méchant loup caché dans l'ombre. Il est le miroir, l'instrument le plus puissant et le plus visible d'un ordre économique mondial où la finance a pris le dessus sur la politique. La prochaine fois que vous entendrez à la télévision qu'un pays n'a pas le choix, qu'il doit faire des réformes courageuses, qu'il doit suivre les recommandations du FMI pour rassurer les marchés, posez-vous cette question simple mais fondamentale pour notre avenir à tous. Qui, selon vous, devrait avoir le dernier mot sur le budget d'un pays, sur ses écoles, sur ses hôpitaux, sur ses retraites ? Est-ce que ce sont les citoyens de ce pays à travers leurs représentants élus, ou est-ce que ce sont ces créanciers internationaux à travers des experts non élus ? La réponse à cette question définit le monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde où l'économie est au service des peuples, ou un monde où les peuples doivent s'adapter aux exigences de l'économie. Si vous voulez d'autres enquêtes qui décortiquent les véritables mécanismes du pouvoir économique mondial, ceux qui écrivent les règles du jeu sans jamais passer par les urnes, abonnez-vous à la chaîne La Monnaie Souveraine. Et dites-moi en commentaire, après cette analyse, pour vous, le FMI est-il un pompier indispensable, un maître du monde illégitime, ou simplement le symptôme d'un système qui a mis la finance au-dessus de tout le reste ? Le débat est ouvert.